Et donc là, c'est simplement pour vous montrer, évidemment, si toutes ces courbes montent au ciel, c'est pas possible, vous savez très bien, les arbres ne montent pas au ciel. Donc à un moment donné, ces courbes redescendent. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'était une des projections, ce n'était pas une prédiction, hein, c'était une projection dans le cadre du rapport au Club de Rome, dont les deux auteurs, il y avait 4 auteurs, mais les deux auteurs principaux, c'était Monsieur et Madame Meadows. Hein, et là, donc c'est publié en 72. Et là, les courbes que vous avez en pointillé, ce sont les projections de l'époque avec l'un des 12 scénarios. C'était le scénario Business as usual, celui dont on pensait que il se réaliserait, et ça n'a pas manqué, les amis, c'est vraiment celui-là qui est en train de se réaliser. Donc, vous avez compris, vous avez vu toutes les courbes, hein, elles ont une figure en courbe de Gauss, elles montent, elles atteignent un sommet, elles redescendent. Avec 6 paramètres, la seule pour laquelle, évidemment, ça n'est pas le cas, c'est les ressources renouvelables, non renouvelables. Évidemment, elles ne peuvent que descendre. Alors, là, ce que vous avez en gras, donc mon image est un peu vieille, vous pourriez carrément suivre hein, le gras jusqu'à 2020 maintenant. La dernière grosse évaluation a été faite en 2012 sur les chiffres de 2010. Bon. Et la marge d'erreur entre la réalité, c'est-à-dire le gras, et la projection de l'époque, elle est en gros de 3%. Donc, là, et en plus, c'est un modèle hyper simple. Hein, c'est quelques centaines de lignes de code. Vous prenez un modèle climatique, aujourd'hui, océan, atmosphère et pour partie biosphère, ce sont des millions de lignes de code. Là, c'était un petit modèle très simplet, mais finalement, il est relativement robuste. Et donc, évidemment, si la réalité continue à suivre les courbes, je ne vous fais pas de dessin. Je crois que vous avez assez bien compris ce qui va arriver. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que je vais vous montrer avec un certain nombre d'autres données, alors beaucoup plus fines que celle-là. Celle-là, c'est assez grossier, mais malheureusement, pas l'esclavage, on pas est... de pauvreté. Alors, pas l'esclavage, on y est arrivé. Pas de pauvreté, elle revient en force. La période, si vous voulez, on a le plus lutté contre la pauvreté, c'est la période des Trente Glorieuses. C'est là où vous avez les écarts de revenus dans les différents pays occidentaux les plus resserrés. Du milieu de la Deuxième Guerre mondiale vers presque la fin des années 70 aux États-Unis, l'impôt sur la fortune, c'est 96%. 96%. Dans votre graphique qui montrait la diminution de la population, d'autres variables qui descendaient encore plus vite que la population, c'est par exemple le nombre d'alimentation par personne, la qualité d'énergie par personne, le contexte économique, le contexte politique qui se dégrade. Je pense que c'est des signes tout simplement que la Terre devient trop petite et le combat pour les ressources s'accentue. Et la raison de tout ça, c'est pas le niveau des ressources, le niveau des richesses produites, mais c'est tout simplement la quantité de population. Et si on laisse filer ça, si on ne trouve pas une solution mondiale pour diminuer le nombre de personnes par terre, on peut toujours trouver des solutions de substitution parlant des écarts de richesse. Oui, mais ça, je... Ceci et cela. Ouais. Mais la cause principale, c'est la quantité de personnes. Pas simplement. Ce que vous dites, c'est vrai pour ce que je dis tout à l'heure, c'est vrai pour les effets sur la biodiversité. Soyez riche ou soyez pauvre, votre impact est à peu près identique pour la biodiversité. En revanche, si je reviens à mes limites d'interprétation, si je suis un pauvre d'Inde, d'Amérique du Sud, etc., je vais être à peu près entre 300 et 600 kg de CO2 par an. Si je suis un riche industriel, quel que soit le pays, que je sillonne avec mon avion la planète toute l'année, là, je ne suis pas à 500 kilos. Je peux aller jusqu'à 1000 tonnes de CO2. Donc, comptez le nombre de pauvres qu'il me faut. Il y a plus de 1000, c'est énorme. 1000, c'est énorme. Je devrais dire 100. 100, c'est très peu juste. 100. Donc, je dois être assez facilement à 100 tonnes par personne par an, hein, au lieu de 500 kilos. Vous voyez que la 200 fois plus de pauvres que... Oui, des personnes qui sont capables de sillonner le monde en avion. Donc, ça équilibre. Oui, ça équilibre, mais en fait, non, pas vraiment. C'est-à-dire que si j'enlève les 10% de chez nous, dedans, je dis, c'est 800 millions, on est dedans. C'est là que j'ai réglé le problème.
Donc, ce que vous dites, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si je réduis les riches, oui, j'insiste, on est dedans. J'ai presque résolu, j'ai pas tout résolu, parce que je vais apprendre la biodiversité quand même. Hein. Je vais apprendre la biodiversité immense, mais pour les limites planétaires, j'ai résolu une grande partie du problème. Il y a un effet de levier plus important sur la réduction des riches que sur la réduction des Bien sûr. pauvres en nombre. Bien sûr. Et ça se traduit dans je vous donne la proportion, je le répète, hein, le 10% des plus riches, il y a 800 millions de personnes sur Terre, c'est à eux seuls, par an, c'est entre 37 et 45% des émissions mondiales. Les 50% les plus pauvres, c'est entre 12 et 15%. Mais ça ne changera pas mon problème de convertisseur, donc c'est l'inverse. Il y a les deux. Donc, oui, mais cela dit, alors maintenant. Ouais, c'est pas vraiment une question, mais à notre échelle, finalement, à moins d'être dans le mur, il n'y a rien à faire. À moins de changer de ce modèle de société, mais nous, à notre échelle. Ah non, je n'ai pas dit rien à faire. Alors, Non, mais là, oui, c'est difficile. Oui, non, c'est difficile. En tout cas, changer les ordres de grandeur, ça suppose une mobilisation politique. On ne la voit pas venir. Ils ne font pas grand-chose. Rien, non, mais ils ne font pas grand-chose. Hein. Ils ne font pas grand-chose. Et puis, vous avez vu, en Suisse, on est vraiment malin puisqu'on a mis un climato-sceptique à la tête du DTEC. Moi, j'attends maintenant qu'on nomme un clown à la tête des pompes funèbres, un illettré à l'EPFL et un antivax à la santé. Et là, la Suisse aura vraiment accompli son programme jusqu'au bout. Mais bon, revenons